Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle émission Perfect Actu. C'est toujours un plaisir de vous avoir très nombreux à regarder cette émission. L'actualité est marquée par des relations tendues au sein de l'Union sacrée. L'AFDC Debati Lukwebo qui s'était réuni hier pour une réunion de crise, question d'élever des options en rapport avec les arrêts de la Cour constitutionnelle, a décidé de reporter sa déclaration. Selon des sources internes, il y a des tractations entre l'autorité morale de l'AFDC et les responsables, disons les présidents de la République. Question de voir dans quelle mesure on peut trouver la solution face à ces problèmes qui a frappé cette famille politique. Entre-temps, ça tire à balles réelles entre différents sociétaires de l'Union sacrée, des communicateurs qui se rentrent dedans, des responsables des partis politiques qui s'entre-déchirent. Comment le président doit-il gérer les ambitions au sein de cette méga plateforme? Nous en parlons dans cette émission. Puis on va aborder la question de la formation du gouvernement. Les tractations sont toujours en cours. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ont clarifié un peu la situation de l'Assemblée nationale quant à l'identification, bien évidemment, de la majorité parlementaire. Entre-temps, le rapport de l'informateur s'est fait toujours attendre, lui qui a reçu du président de la République la mission d'identifier la majorité parlementaire. Sur ce plateau, je reçois pour la toute première fois un ancien d'Envol, parti de Délice Sanga, qui a décidé de traverser de l'autre côté du pouvoir. Il s'appelle M. Fidel Banso, candidat malheureux aux législatives provinciales de 2023. Il va devoir décortiquer avec nous tous ces sujets d'actualité. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? C'est un plaisir pour moi de partager ces plateaux ou d'être invité par votre personne, que j'admirais très loin. Je suis souvent Perfect Actu. Je suis vraiment la manière dont vous dirigez les débats. Ceci m'a poussé aussi à dire qu'un jour je voudrais aussi Merci beaucoup. prendre part à votre émission. Sinon nous allons bien. Réalité. Nous allons vraiment bien, il n'y a pas de souci, seulement la conjoncture, c'est terrible, ça ne marche pas, bien qu'on soit de l'Union sacrée actuellement, mais il y a des choses qu'on doit se dire droit dans les yeux que ça ne marche pas. Très bien. D'abord, qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui a motivé votre adhésion dans la famille politique qui soutient le chef de l'État? Vous étiez candidat pour les comptes d'Envol, parti de l'honorable Délice Sanga, mais vous avez décidé, malheureusement ou heureusement, ça dépend, de traverser de l'autre côté du pouvoir. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce la famine? Est-ce les désirs d'avoir un boulot? Comment vous expliquez cela? Merci pour cette question. Jusque-là, je peux dire que je n'ai pas une formation politique. Très bien. Parce que officiellement, je n'ai pris aucune adhésion. Mais au fond de moi-même, je sais que sur le plan idéologique, je ne suis plus d'Envol ni de l'opposition. Donc, très prochainement, peut-être, nous allons voir des dispositions pour clarifier notre nouvelle politique. Sinon, actuellement, nous sommes en train de soutenir le président de la République. Pourquoi j'ai décidé de soutenir? Parce qu'on ne peut pas faire une opposition lorsque le pays est agressé. Surtout agressé par l'extérieur. Moi, je pense que parler actuellement d'opposition, alors que le pays subit des tractations, des rébellions, des adhésions massives, des Congolais qui adhèrent à des mouvements politico-militaires qu'on peut considérer comme des mouvements terroristes en train de s'aimer la terreur, de tuer nos populations. Moi, j'ai trouvé que si actuellement les leaders de l'opposition pouvaient se joindre à leurs frères, le président de la République, afin de voir comment ensemble ils peuvent bouter dehors l'ennemi.
Parce que l'ennemi peut profiter lorsqu'il trouve que les enfants du pays s'entre-déchirent. Il en profite. Mais lorsqu'il trouve que les opposants, la majorité, tous se mettent ensemble pour endiguer les phénomènes, pour bouter dehors l'ennemi. Moi, je pense que c'est ça l'idéal. Et voilà pourquoi moi, je me suis dit non, ça ne vaut pas la peine qu'on continue toujours à être opposants. Sinon, on risque de nous considérer comme des opposants égocentriques, c'est-à-dire qui veulent seulement que ce soit eux qui soient là. Mais si celui qui est là partage la même vision que nous, et quelle est cette vision? C'est le développement du pays, mais aussi sécuriser la population et leurs biens. Et moi, je pense que nous ne pouvons que nous joindre. Surtout, j'ai suivi le président de la République récemment lors de sa prestation de serment. Il nous a appelés tous, de l'opposition, de se joindre à lui pour voir comment nous pouvons booster le développement, l'économie de notre pays. Donc, à ce jour, je pense que la question d'opposition, ça n'a plus sa raison d'être parce que le pays est agressé. Très bien. Deuxième raison, l'opposition navigue à vue. Navigue à vue, pourquoi? Parce que comment on peut avoir 4, 5 opposants? Est-ce que tous ces opposants se révoltent contre qui? Contre les pouvoirs. Voilà même l'origine de notre échec aux élections. Nous avons dit à nos différents leaders, Fayoulou, Mukwege, Matata, Sesanga et autres qui étaient de l'opposition, de faire une coalition de l'opposition pour éviter d'émietter les voix. Mais, toujours avec cette opposition égocentrique, certains ont compris, d'autres n'ont pas compris. Voilà les résultats, qui a eu 1000, qui a eu 2000, qui a eu 5000, alors que, toutes choses restant égales par ailleurs, on pouvait faire une synergie d'opposition et combattre maintenant les pouvoirs. Mais les pouvoirs en ont profité, pourquoi? Parce que l'opposition a été émiettée. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de voir de constater que l'opposition jusque-là n'a aucune offre. Rien. Ils ne font que de faire des déclarations, mais sur terrain, on sent que l'opposition, comme le président l'a dit, c'est une opposition vraiment faiblarcime. Voilà un peu. Vous évoquez l'agression rwandaise, vous évoquez la désorganisation au niveau de l'opposition. N'est-ce pas des faux prétextes pour justifier votre départ au niveau ou au sein ou votre adhésion au sein de l'Union sacrée? Parce qu'il y a quand même des faits qui nous poussent à réfléchir autrement. Nous venons des élections. Il y a le gouvernement qui doit être mis en place. Il y aura des nominations au niveau des entreprises publiques. Il y aura des nominations un peu partout. N'est-ce pas, vous êtes à la recherche d'un boulot simplement? Pourquoi avez-vous honte de le dire clairement? Mais, merci, monsieur le journaliste. Vous savez, souvent quand nous sommes ici à Kin, nous abordons la question de l'insécurité à l'Est avec beaucoup de légèreté. Je vous informe que je suis natif de là. J'étais à Goma pendant la campagne électorale. Je vous dis, Hervé, il faut faire un tour là-bas. Vous allez sentir comment les gens sont en train de souffrir. Une souffrance sans nom. J'ai suivi même une vidéo il y a 2 jours, une maman qui s'est évanouie. 4 jours sans manger, elle s'est évanouie. Heureusement, des bons samaritains passés, ils sont parvenus à secourir cette vie. Ah, pourtant, il y a tout un gouvernement qui est incapable d'apporter voilà pourquoi j'ai dit, bien qu'on soit... à se déplacer de guerre. Voilà. Mais comment trouvez-vous normal qu'un opposant qui a décrié hier l'action ou les actions menées par ces gouvernements puisse rejoindre la même coalition au pouvoir pour, entre guillemets, soutenir le chef de l'État? Très bien. Qu'est-ce qui a changé? Merci beaucoup. Moi, je pense que même si nous sommes en train de soutenir les pouvoirs, mais nous ferons l'effort de dire là où ça va, que ça va, là où ça ne va pas, que ça ne va pas. Mais nous avons suivi il y a quelques jours que le gouvernement a déployé une mission humanitaire pour aller
venir à la rescousse ces populations meurtries de famine. Je pense que c'est quelque chose à féliciter. Vous aviez évoqué quelque chose qui m'a franchement touché, dire que ce que j'avance comme raison, ce sont des prétextes. Non, ce ne sont pas des prétextes. Ça, c'est un. De deux, moi, je ne suis pas à la recherche de gagne-pain, non. Déjà, nous ne sommes pas quand même des parvenus, c'est-à-dire des gens qui sont là pour... non, non. On a au moins le minimum pour vivre. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont même pas ces minimums-là. Lorsque on a ces petits riens, ces minimums-là pour survivre, je pense que ça suffit. Mais j'ai évoqué les raisons qui sont les miennes. Ça peut ou ne pas convaincre l'opinion, ou vous-même qui m'interrogez sur les faits. Moi, je suis convaincu que si j'ai décidé de quitter l'opposition, c'est parce que quand le pays est en guerre, les affaires opposition, ça doit prendre, ne doivent plus exister. Tous, nous devons nous coaliser. Nous devons coaliser nos énergies, nos forces et nos intelligences pour voir dans quelle mesure nous pouvons chasser l'ennemi. Comment vous pouvez comprendre, monsieur le journaliste, que le pays est agressé? Chaque jour, ce sont des localités, des cités. Avant-hier, j'ai suivi la cité de... Comment ça s'appelle? De Vichumbi, qui est tombée. Une grande cité. Vous comprenez? On a massacré même des chefs autochtones qui étaient sur place. Et vous allez venir nous amener des histoires de l'opposition. Amenez vos contributions sur le plan idéologique. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir les pays de cette histoire, de ces combats, de cette guerre injuste qui nous est imposée par les Rwandais. Et donc, moi je pense que la raison qui est la vraie, qui me pousse à quitter l'opposition, elles sont à deux. La première, l'opposition ne donne aucune offre. L'opposition ne nous garantit plus. L'opposition ne nous nourrit pas d'espoir. Parce qu'elle est à fond des déclarations à vide d'essence. Et nous trouvons quand même que le président a ouvert les mains, a ouvert les bras pour dire, mes frères et sœurs, venez, travaillons ensemble. Merci beaucoup. Pour le développement et voir comment on peut bouter dehors l'ennemi qui est le Rwanda, qui tue nuit et jour nos frères, nos compatriotes dans l'Est de la République. Très bien. Pourtant, durant la campagne électorale, ces différents opposants et leur programme axé également sur la sécurité. On n'a jamais vu le président de la République vouloir approcher ces leaders de l'opposition. Question de parler avec eux ou de passer en revue avec eux la situation sécuritaire du pays. Comment on va créer la cohésion nationale? Qui doit donner l'impulsion pour qu'on puisse créer cette cohésion nationale? N'est-ce pas le président de la République? S'il ne le fait pas, vous attendez que les opposants puissent venir vers lui? Monsieur le journaliste, vous voulez que le président de la République puisse les porter sur son dos pour qu'il comprenne qu'il a déjà ouvert ses mains. Vous avez suivi avec moi le 20 janvier, je pense, lors de l'investiture. Le président de la République a dit quoi? Que tous ses frères qui sont dans l'opposition, qu'ils viennent. Quand le président dit cela... C'est un discours. Mais quand le président... matérialisé par des actes. Matérialisé maintenant, est-ce que l'opposition a pris le courage maintenant de... Non, mais il revient, c'est lui qui a prononcé le discours de prendre des dispositions pour rencontrer ou réunir autour d'une table ces différents opposants. Depuis la nuit des temps, je n'ai pas encore vu ce que vous dites là. Moi, je pense que quand le président de la République... Si vous ne l'avez pas encore vu, ça peut commencer avec le... Quand le président de la République dit... J'appelle, je l'ai vu au Kenya quand Ruto, Samuel Ruto, a gagné les élections. Je l'ai vu encore la législature passée quand l'ancien président kenyan a gagné les élections. Il a fait appel. J'avais vu Raila Odinga venir. Vous voyez, c'est-à-dire l'opposition
est en train de s'enorgueillir. Non, mais attendez, moi, je vous donne Et un dans fait. cet enorgueillissement, c'est la population qui en souffre, ou les adeptes de l'opposition. Et nous ne voulons plus être des personnes qui vont être traînées dans la boue par une opposition qui ne donne aucune offre, qui ne propose rien. Quand le président de la République dit « venez », vous voulez que le président fasse quoi? Qu'il vienne vous prendre, c'est le qu'il même vienne président vous, de la République vous dorloter, qu'il c'est vienne le faire même quoi? président de la République qui a rencontré ou qui s'est vu avec son prédécesseur dans des obsèques en Namibie et qui n'a pas voulu serrer la main à son prédécesseur. Hervé, je pense que les pouvoirs, Est-ce que l'attitude du président de la République reflète lorsqu'on a le les désir de créer la cohésion nationale? lorsqu'on a les attributs du pouvoir, il faut savoir que le pouvoir aussi a ses caprices. Vous voulez que le président de la République vienne vers son prédécesseur. C'est ça, son prédécesseur, oui, c'est ça. Oui. Pour venir lui serrer la main. Pourquoi et pourquoi pas son prédécesseur et pourquoi pas son prédécesseur ne pouvait pas prendre de la hauteur et aller vers son président de la République. Parce que actuellement, le président de la République de ce pays s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Et l'ancien président de la République étant citoyen congolais, donc son président actuellement s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Donc vous voulez que moi, président de la République, j'aille vers... Mais c'est aussi de la hauteur. Non. Comment ça? Non, faut pas rabattre le titre du président de la République à ce niveau-là. Plutôt, moi, je n'ai pas apprécié l'attitude affichée par l'ancien président de la République. Mais comment ça? Comme il a toujours montré de la hauteur. Non, je ne condamne pas les deux. Le président de la République est président de la République. Donc, si vous êtes président de la le président de la République sortant devait avoir de la hauteur et dire pour la bonne image des marques de notre pays, je vais aller saluer. Vous l'aviez vu ici, entre... comment il s'appelle? Ruto et Uhuru Kenyatta. Qui est allé vers Kenyatta. Non, je pense que ça dépend. Les images existent. Ça dépend maintenant de chacun. Ça dépend de chacun. Il y a des gens, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils restent égaux à eux-mêmes. Il y a d'autres, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils pèsent de tout leur poids pour montrer qu'ils sont au pouvoir. Vous voulez nous dire que le pouvoir... Parce que moi aussi, si j'étais là, je ne peux pas aller vers l'ancien président pour que c'est moi qui commence à les on va aborder... Bien que cette image-là n'a pas aidé la République, parce que j'ai suivi des médias... comment s'appelle ces pays-là? Les pays où ils étaient. La Namibie. En Namibie, j'ai suivi des médias namibiens où ils étaient en train de décrire fort ce comportement-là. Ça n'a pas donné une bonne image. Malheureusement. Et je pense que pour la prochaine fois, l'ancien président de la République et le nouveau président de la République, s'ils se rencontraient dans une cérémonie funéraire ou autre, que l'ancien président trouve de la hauteur pour donner du poids à cette fonction de président de la République. Je pense que ça va faire de lui encore un homme grand, un homme qui a de la hauteur. Ruto qui est allé saluer Kenyatta n'a pas perdu sa qualité de président. Bon, je dis bien que ça dépend d'une personne à une. Merci beaucoup. Parce que nous voyons même des ministres qui viennent saluer leurs subalternes dans des bureaux. Pourtant, pour d'autres, vous devez aller vers eux. Voilà. Alors, vous rejoignez l'Union sacrée dans un contexte assez tendu, où il y a des attaques entre partenaires de cette famille politique, où Bahati Lukwebo revendique la perte de ses députés par la cour, au niveau de la Cour constitutionnelle. Il a perdu 9 députés. Est-ce que vous pensez que votre adhésion sera facile, ou votre adaptation au sein de cette famille politique sera facile? Vous voyez, Hervé, la loi de la nature nous dit ceci. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Vous vous rappelez que c'est le président Bahati Lukwebo qui a été à la base de la transhumance des anciens députés du FCC. Ah bon? Mais oui, il a été nommé informateur ici. Vous étiez là, n'est-ce pas? Quand il était informateur, qu'est-ce qu'il a fait? Mais attendez, pour requalifier la majorité. Bien avant d'être nommé informateur, ces députés ont été d'abord consultés par le chef de l'État lors des assises de novembre 2020. Mon frère,
tout se paye ici-bas. Donc d'après vous, c'est Bahati Le président Bahati doit assumer. Il doit assumer. Dieu vient de les payer d'une manière. Parce qu'il a fait la même chose hier. Ce que je n'encourage pas, bien sûr, parce que je suis en train de croire que c'est que le président de la République a dit que dans ces pays, la justice est malade. Je pense que c'est vrai. Comment, Hervé, vous pouvez imaginer quelqu'un qui est premier sur la liste et avec plus de 15 000 voix et quelqu'un qui a 6 000 voix. Chose grave. La personne qu'on réhabilite n'a pas attaqué en contentieux la personne éjectée. Est-ce que vous essayez un peu de comprendre cette cacophonie? J'ai vu la lettre de l'ancien ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo. Il s'est attaqué, il est allé en contentieux contre Claudine Ndoussi. Maintenant, qu'est-ce qui explique ces revirements? Au lieu que ce soit Claudine Ndoussi, c'est maintenant Serge Bahati qui sort victime. Je pense, en politique, il y a beaucoup de règlements des comptes. Je m'excuse. Je pense qu'on peut voir ça dans ce sens-là. Pourquoi on va chercher à régler des comptes à un Bahati Lukwebo qui s'est montré loyal vis-à-vis du président de la République? Mon cher, la politique, ce n'est pas ce que nous voyons les jours. La politique, c'est ce que nous ne voyons pas. Vous pouvez essayer de m'expliquer comment, moi, j'entre en contentieux contre vous, mais au lieu que ça soit vous... C'est une erreur matérielle qu'on peut toujours corriger. Erreur matérielle. Pourtant, on dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Et ne sont pas attaquables. Non, mais il y a un cas de jurisprudence en 2018. Il y a des députés qui ont été invalidés par la Cour constitutionnelle et puis réhabilités par la même Cour. Les cas de Daniel Safou, du feu Chérubin Okende, ils sont très nombreux. Bon, je leur souhaite... Invalidés par la Cour et réhabilités par la même Cour. Je leur souhaite bonne chance s'ils vont parvenir à gagner. Sinon, tel que je suis en train d'apercevoir les faits, je pense que c'est un coup monté contre Bahati. Qui a monté ces coups? Et pour quelle finalité? Les enfants de l'Union sacrée sont en train de s'entremanger. Et nous ne pouvons pas entrer dedans. Tout ce que moi je retiens, Bahati doit payer les conséquences de sa propre turpitude. Parce qu'en 2019, 20 je crois, Bahati, c'est lui qui était à la base. Non, mais c'est faux. À la base. C'est faux. De quoi? De la transhumance. Non. Oui. Quand il était... D'ailleurs, avant que cela ne soit même, au début même, les premiers à traverser, à être déloyal aux côtés de Kabila, c'était Bahati. Pourtant, Kabila a tout donné à Bahati. Tout. Sauf rien. Tout. Il avait empêché... Moi, je pense que le président de la République doit ouvrir l'œil et les bons. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'Union sacrée, surtout les gens qui ont un passé récent, noirci, entaché de beaucoup de cas, d'irrégularités, de transhumance, de déloyauté. Nous devons décourager ça. Et la transhumance, n'est-ce pas le chef de l'État qui l'a encouragé lui-même? Parce que vous allez vous rappeler, lorsqu'il a décidé de rompre avec la coalition FCC-CACH, il a convoqué les consultations, c'était au mois de novembre 2020. Ça pouvait venir de tout le monde, la transhumance des députés du FCC, sauf de Bahati. Parce que Bahati était quelqu'un de bras séculier du FCC. Et quand il a fait cette transhumance, donc tout le monde a suivi son exemple, son mauvais exemple malheureusement. Donc, je suis désolé pour mon frère Serge. C'est un frère, un garçon qui était vraiment en train de monter politiquement. Malheureusement, voilà. Donc, comme tous ces pays ici-bas, voilà, on les paye à monnaie de singe. D'après vous, l'architecte de la chute de la majorité parlementaire, c'est Bahati Lukwebo. Oui. C'est lui qui était l'informateur. C'est lui qui a contacté bien sûr que oui. Chaque député de quoi? Du FCC à l'époque, en coulisses. Oui. Et comme pour les gratifier, on lui a donné le Sénat. C'était ça le scénario. On a donné la deuxième vice-présidence à quelqu'un de son parti. Donc, je n'ai rien contre Bahati.
Vraiment, je n'ai rien contre lui. Et je regrette sincèrement que plus de 8 de ces députés soient éjectés. Donc, mais pourquoi dans tout ça, lui... qu'ils sentent ce que Kabila avait senti en 2020. C'est très simple. Et ce qu'il commence à faire là, des déclarations, de quoi... Non, il n'a pas encore fait des déclarations. Nous avons suivi qu'ils étaient en réunion hier. Et c'était prévu hier. Donc, ça soit prononcé hier, mais il l'a reporté. Ça, c'est, comme on le dit en Lingala, Makelele Awenze. Ça ne va rien donner comme résultat. Alors, pourquoi dans tout ça, l'UDPS est toujours exempté? Vous allez vous rappeler, pendant la publication des résultats, l'UDPS a atteint le seuil dans toutes les provinces, alors que d'autres formations de l'Union sacrée n'ont pas réussi à le faire. On arrive au niveau de la Cour constitutionnelle, Bahati Lukwebo perd des députés, l'UNC aussi, je pense, pratiquement toutes les formations politiques ont perdu des députés, sauf l'UDPS. Qu'est-ce qui explique cette magie? L'UDPS, c'est les partis au pouvoir. Tous sont des partis au pouvoir. Mais oui, mon cher, la couverture, on doit toujours la tirer de son côté. Donc vous voudriez vraiment voir, vraiment ces députés dans ces pays. Mais pourquoi pas? Mais on vous a dit que la justice est malade. Et vous ne voyez pas les conséquences. Cette justice n'est malade que quand il s'agit de l'AFDC, du MLC, de l'UNC. Et la justice devient apte et habile quand c'est l'UDPS. Moi, je pense que l'UDPS, pour ne pas la dédouaner, l'UDPS a beaucoup de mains mises dans tout ce qu'il y a eu comme tricherie dans les élections. Je vous ai dit que moi, les gens qui ont volé mes voix sont de l'UDPS à Goma. Et ils me les ont volées à ciel ouvert. Votre parti n'a pas atteint le seuil, selon ce que la CENI nous avait dit. Mon cher ami. Et ça a été confirmé par la Cour. Il y a des petits partis créés ici en 2018, n'est-ce pas, qui ont atteint les seuils. Vous savez de quelle manière ils ont atteint les seuils, mon cher ami? Nous avions suivi comment des machines étaient distribuées entre les acteurs de l'Union sacrée. Vous pouvez nous, on n'avait pas ces machines-là. Mais moi, quand même, je me suis parvenu à me battre. Les images sont là. Je pouvais même sortir, si pas les premiers, les deuxièmes, comme député provincial. Vous êtes battu, certes, mais Envol n'a pas atteint le seuil. Vous pouvez nous dire que Deli Sessang n'a pas été élu. Vous pouvez nous dire que dans la ville de Goma et dans d'autres villes où nous avons aligné tous les candidats sur l'étendue de la République, on n'a pas atteint le seuil. Le seuil vous a on nous a seulement, je pense que c'était déjà prévisible. D'ailleurs, nous avions commis l'erreur de participer à ces élections parce que dès le départ, là vous donnez raison à Kabila. Les vols, les vols étaient déjà programmés. Et les conséquences, nous les avions vues. On a des fenestrés plus de 82 qui ont, entre guillemets, pris mais dans les sacs. Mais au-delà de ces 82, on avait parlé de 175 autres dont la liste n'a jamais été rendue publique jusqu'à ce moment. Et donc, je pense que l'UDPS ne peut faire que ça. Parce que l'intérieur, c'est eux. Le président de la République, c'est eux. Les cours et tribunaux, sont eux qui contrôlent. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà pourquoi à l'Union sacrée, en tout cas, les relations sont de plus en plus tendues entre... Tendues, pourquoi? Parce que entre leaders politiques. Même si moi j'étais Bahati Lukwebo, je n'accepterais pas ça. Je n'accepterais pas ça. C'est lui qui était la deuxième, considéré comme la deuxième force, aujourd'hui quatrième, comptait quatrième force. Quelles sont les preuves tangibles démontrées par la constitutionnelle que M. Serge devait perdre son attendez un peu, on a invalidé 9 députés AFDC. Pourquoi Bahati Lukwebo et ses communicateurs font une fixation sur la personne de Serge Bahati seulement? Non, Serge, sincèrement, pour Serge, il y a eu un cas d'irrégularité. Je pense que la Cour s'est trompée. Parce que, Claude Nyamugabo, l'honorable Claude Nyamugabo, n'a pas attaqué l'élection de Serge. Il a attaqué l'élection de Claudine Ndouci. Parmi les voleurs cités par la CENI, ces garçons de Serge n'avaient pas été cités.
ni de loin, ni de près. Maintenant, comment quelqu'un qui n'a pas fait objet d'une attaque contre son électorat peut se retrouver défenestré, alors que celui qui était attaqué reste à son poste? Je pense qu'il y a une irrégularité. Et puis, retenez que Serge était le premier sur la liste, avec plus de 15 000 voix, remplacé par quelqu'un qui a 6 000 voix. C'est quelle magie? C'est quelle magie constitutionnelle, ça? Moi, je pense qu'il y a une erreur là. Serge, ou la famille politique de Serge, a tous les droits de faire les recours. Est-ce que nous devons nous attendre à revivre ce qu'on a vu en 2018 ou 2019 comme ça, où la Cour invalide les députés et puis... vous aviez parlé de jurisprudence. Oui, oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à... C'est possible, mais je vois comme si à la Cour constitutionnelle, les gens sont orgueilleux là-bas. Oh. Ils n'écoutent pas, ils n'écoutent que leur propre voix. Oui, oui. Mon cher, si on avait une Cour constitutionnelle sérieuse, vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal? Ouais. C'est Macky Sall qui avait nommé tous ces juges-là. Mais quand il a violé la loi, les juges n'ont dit que la loi. Voilà une Cour constitutionnelle. Voilà. Mais la nôtre ici, des machines à voter entre les mains des gens. Des bulletins à voter. On a vu. Et personne n'est interpellé. Vraiment. Malheureusement. Ça c'est quel pays ça? Et la Cour ose valider ces résultats-là. Moi je pense que la Cour a jeté des discrédits sur sa personnalité. Et voilà, elle vient encore de s'enfoncer avec ce scénario de repêchage par la Cour constitutionnelle. Mais je salue le repêchage d'un homme. Un homme qui fait des choses inimaginables. En la personne de José Mpanda. Je ne sais pas si vous connaissez José Mpanda. Bon, il a réalisé déjà quoi? Vous souriez, mais je peux vous défier que José Mpanda Kabango, c'est parmi les meilleurs ministres. Le président de la République a cité un que je salue, le VPM Jean-Pierre Liaou, dont ses prouesses ne sont plus à démontrer, mais il a oublié un nom. José Mpanda. Je vous dis la vérité. Non, le président n'a pas oublié. Attends, le président a cité, c'est lui qui a bien travaillé. Je vais citer seulement un seul d'après son appréciation. Au ministère de l'Agriculture, par exemple, où José Mpanda est ministre, il a fait déjà 8 mois ou 9 mois depuis qu'il est là. Mais si je vous dis des choses que José Mpanda a réalisé quoi? A réalisé dans ces temps records, ou qu'il est en train de réaliser, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il a réalisé quoi? Plus de 700 tracteurs dans ces temps ici. Allez à l'agriculture. Si on finit, allons-y, je vais vous montrer. Plus de 700 tracteurs. Qui font quoi? Les tracteurs, vous ne connaissez pas leur rôle? Vous voyez qu'il y a des problèmes de maïs dans notre pays. Et pour que la population arrive à s'autonomiser sur les plans alimentaires, il faut quand même qu'il y ait des tracteurs pour cultiver. Parce qu'avec les locations des tracteurs, beaucoup de paysans n'arrivent plus à se faire payer ou louer des tracteurs. Plus de 700, s'il vous plaît. Il a pris ses fonctions, c'était au mois d'avril. Ils sont placés où? Les tracteurs ne sont pas encore disséminés sur toute l'étendue. On est en train de les recevoir ici. Ici au ministère, il y en a déjà un nombre important. Maintenant, il est en train de mettre en place la politique par laquelle ces tracteurs vont être aux ressources des pays. Il est sûr d'être reconduit au prochain gouvernement. J'y arrive. Plus d'une centaine de motos. Vous savez que les inspecteurs provinciaux de l'agriculture avaient des problèmes de locomotion, de déplacement. Il a distribué plus d'une centaine de motos pour permettre, et il faut voir quelles motos, des motos de dernière génération, pour permettre à ces derniers de ne plus avoir d'alibi, voilà, on ne va pas faire d'itinérance parce qu'on manque de moyens de transport. Ça, c'est dans 8 mois seulement. Allez là à l'agriculture. Il vient d'ériger là-bas un grand centre, un grand supermarché qui va consister à vendre
des produits de nos mamans maraîchères qu'on a baptisé assiette du peuple. Allez voir un bijou dans un temps record. Et beaucoup d'autres cas. Sans citer la campagne agricole où il a sillonné toutes les 26 provinces en train de distribuer les intrants aux paysans. Moi, je pense que des personnes comme José Mpanda méritent le respect. Et si le président de la République pouvait écouter ma voix, je pense que si José Mpanda faisait 1 année, 2 ans, 3 ans, et aujourd'hui, vous connaissez son cheval de bataille, c'est quoi? L'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents, comme il l'a fait à la recherche scientifique, où aujourd'hui, les agents, quand même, sous le passage de José Mpanda là-bas, ils commencent à se frotter les mains avec des primes pharaoniques. Et je pense qu'à l'agriculture, les jours qui viennent, parce que le ministre s'y investit, tête et pied, il veut voir que les conditions sociales des agents de ce ministère puissent améliorer. Donc, je demande à ce que, sincèrement, on puisse encourager les prouesses du ministre José Mpanda à la tête du ministère de l'Agriculture. Merci beaucoup. Comment le président doit-il se comporter pour gérer les ambitions au sein de l'Union sacrée? Il y a la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui s'annonce déjà. Et là encore, c'est un autre combat. Il y a Mbosso qui veut rester à la présidence de l'Assemblée nationale. Selon les proches de Vital Kamerhe, ces derniers envisagent aussi d'y revenir. Bahati Lukwebo est aussi cité parmi ceux qui prétendent briguer ces postes. Il y a la formation du gouvernement qui s'annonce aussi. Comment le président devra-t-il se comporter pour gérer les ambitions et les frustrations dans les prochains jours? J'ai suivi ce genre de débat. Mbosso d'abord, il a quel poids politique pour vouloir se tailler la présidence? Vous savez, le contexte dans lequel il a eu la gestion de l'Assemblée dans la législature passée, c'était un contexte exceptionnel. Tout simplement parce que lui et Bahati, voilà les cadeaux qu'on leur avait donnés. Et Namassia a eu le portefeuille à l'EPST et l'autre jeune homme là qui était dans les bureaux d'âge, je ne sais pas s'il était vice-ministre ou. C'est dans ce contexte-là qu'ils se sont retrouvés là. Mais ce n'est pas qu'il était là parce qu'il avait un certain point politique. Il n'en avait pas. Mais pour le remercier, avec Bahati, toi tu peux aller à l'Assemblée, toi tu vas au Sénat. Maintenant, comme l'appétit vient en mangeant, il veut continuer à manger. Mbosso, nous te disons, tu dois laisser les bureaux de l'Assemblée nationale. Tu n'as aucun poids politique pour occuper ces postes. Ces postes reviennent de droit à Vital Kamerhe. Ah bon? À Vital Kamerhe. Parce que actuellement, c'est la deuxième force politique. Je ne sais pas si je me contredis avec vous. Non. Comme Kabouya a dit que l'UDPS prend la primature. La première vice-présidence de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Qu'ils prennent tout ce qu'ils veulent. Mais des droits. Cette fois-ci, si on ne donne pas à Kamerhe la présidence de l'Assemblée, vraiment, ça sera jeté de l'opprobre sur sa personne. Comment ça? Il constitue la deuxième force politique. On est bien d'accord. À l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est un. Mbosso, Mbosso. Bahati aujourd'hui est 4e force. La 3e force est où? La 3e force va prendre le Sénat. Le Bahati peut se contenter d'être un VPM quelque part et c'est tout. D'après moi. 4e force. Première force, UDPS. 2e, INC prend l'Assemblée. 3e prend le Sénat. OK? Et Bahati va être où? Enfin, on va lui bomber une vice-primature. Et Mbosso va occuper un ministère, un simple ministère ou un vice-ministère. C'est ça ce qui reviendra en Mbosso. Si au moins son parti a eu même 5 députés, je ne sais pas. Son parti même, je ne connais pas son nom. Donc Mbosso doit nous éviter ce genre de scénario-là. Nous avons suivi comment il est en train de passer porte à porte des députés. Papa Mbosso, d'ailleurs, nous vous recommandons, Papa Mbosso, de vous reposer. La République vous a déjà tout donné. Il a encore l'énergie. Et le banani. Il a encore l'expertise. Ah, papa. Mbosso, un jour, nous allons les perdre sur scène comme les malades imaginaires de Molière. Mbosso doit se reposer. Mais comment le président va départager les trois? Voilà. Je ne suis pas dans les idées du président de la République. Il revient.
lui revient de droit en tant que président de la République pour éviter des frustrations. Est-ce qu'il va laisser la démocratie s'exprimer? Ce sont ces frustrations-là qui ont fait que le FCC perde ses députés. Parce que les Bahati se voyant frustrés, encore à l'époque, il voulait être président de l'Assemblée. Le président du Sénat à l'époque. Du Sénat à l'époque, qui lui a été refusé par l'autorité morale. Voilà ce qui a été à la base de... Très bien. De ces frustrations. Et maintenant, à l'heure qu'il est, si le président ne gère pas bien en beau père de famille cette histoire, déjà la première personne a claqué la porte. Et l'Union sacrée, ça sera Bahati. Si on ne gère pas bien les ambitions de Bahati, première personne. Vous avez quel problème avec Bahati? Non, Bahati d'abord, c'est mon vieux. Nous sommes de même appartenance linguistique, même espace linguistique. Exactement. Vous comprenez? Mais notre vieux là, en tout cas, il a des ambitions démesurées. Il doit essayer un peu de recadrer un peu. Est-ce que le président devra... Mais cette fois-ci, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, vraiment pour Serge, pas parce que Serge est son fils, même si ce n'était pas son fils, il faut à Serge qu'on lui remette, qu'on lui rembourse son fils, sincèrement. Est-ce que le président devra laisser les députés voter calmement les personnes qui vont se présenter comme candidat président de l'Assemblée nationale, ou vous pensez que le président doit lui-même présenter le ticket qui sera voté par les députés? Vous n'aviez pas suivi, j'ai suivi un communiqué dans une des radios les plus suivies de la ville, où je crois la CENI ou les ministres de la Justice étaient en train de décourager des corrompus et corrupteurs. Voilà. Mon cher, les billets verts sont en train de circuler, vous n'avez pas l'idée. Ah bon? À l'Assemblée nationale ici, au niveau des assemblées provinciales pour les élections de gouverneurs et sénateurs, des billets verts circulent. On nous parle de plus de 100 000 $ pour une voix. Et quand le ministre de la Justice passe pour décourager ça, bon, c'est ça la seule chose qu'il a vu qu'il peut décourager. Bon, elle a reçu des instructions du président de la République pour mettre toutes les batteries en main. Et en 2018, la corruption n'a pas circulé en 2018. Il y a raison pour laquelle on veut barrer la route à la corruption cette fois. En pleine législature, on fait la passerelle on trace la passerelle des députés reconnus de telle majorité aller vers une autre majorité. Ça, c'est pas violer la loi. Ce n'est pas dit nulle part dans la loi. La majorité, on la connaît dès l'entame. Jusqu'après les élections, on sait telle formation politique a eu autant. Et dès que l'on valide les mandats, c'est tout, on ne peut plus y revenir. Mais nous avons vu en pleine législature des députés qui basculent la majorité. Moi, je pense que c'était toujours aussi une forme de corruption. Ces messages du ministre de la Justice, ce n'est qu'une perte de temps. Un coup d'épée dans l'eau. Dans l'eau, ça ne donnera rien. Les billets vont toujours circuler. Mais tout ce que nous demandons, comme nous sommes en guerre, que les ambitions des uns et des autres au sein de l'Union sacrée soient quand même des ambitions qui vont dans le sens d'aider le président de la République à gérer les pays. Sinon, s'il va commencer à gérer les ambitions, oh, Bahati veut quitter, oh, Kamer veut quitter, oh, tel veut quitter, gérer aussi la guerre avec les problèmes sécuritaires, je pense que ça sera une façon de concentrer le président de la République sur l'idéal. Très bien. L'autre épineuse question, c'est la formation du gouvernement. Là, c'est là que les Romains s'empoignèrent. Exactement. Il y a l'UDPS qui revendique déjà la primature. Vital Kamerhe, Julien Paloukou, Tony Kankou et consorts qui s'étaient aussi organisés pour se positionner déjà. Là encore, le président a du pain sur la planche. Comment doit-il gérer cela? Est-ce que les Bahati, les Vital, les Bemba, les Sama sont-ils obligés de se retrouver encore dans ces gouvernements ou on peut juste puiser dans leur formation politique? Voilà. Moi qui vous parle, j'ai fait une lettre ouverte au président de la République dans laquelle j'ai couché quelques propositions. S'il va les prendre, tant mieux. Dans ma lettre là, j'ai suggéré au président de la République que tout celui qui était
dans les gouvernements passés, sauf certains qui ont brillé de leur efficacité. 2 ou 3. Je peux citer Jean-Pierre Liaou, je peux citer Maître Kabangu, hein? José Mpanda, je peux citer Patrick Mouyaya. Les 3 là, sauf ces 3. Tous les autres. À commencer par le Premier ministre. Mais le Premier ministre, qu'est-ce qu'il a foutu? Il nous a ramené le budget à 16 milliards. Ah, ça c'est un budget fantaisiste. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas payés. Nous sommes les 14 aujourd'hui. Exactement. Mais avec un budget de 4 milliards sous Kabila, les fonctionnaires, les derniers étaient payés les 25. Exact. Les derniers. Vous comprenez? Exact. Donc, ce budget-là, je suis même le ministre des Finances en train de dire qu'on doit revisiter ça. C'est un budget fallacieux, un budget, je peux dire même utopique, si je peux le dire ainsi. Donc, les Sama, les autres là, dans leur formation politique, il n'y a pas d'autres personnes. Il faut seulement eux, Julien Paloukoula, depuis que ce pays est démocratisé. Gouverneur pendant 18 ans. C'est pendant 18 ans. Tout le règne de Kabila, c'est lui qui était le gouverneur. Et il quitte Kabila, non. Il quitte Kabila ministre jusqu'aujourd'hui. Donc nous sommes venus l'accompagner dans ce pays. Donc Julien peut dire qu'il est le seul intelligent dans son burek là. Il n'y a pas d'autre. Un chef coutumier dans cher. Moi, si je suis président de la République, je vais demander à toutes ces stars là de proposer d'autres. Que eux d'abord se reposent, qu'ils gèrent les partis. Ils sont élus députés, ils doivent rester à l'Assemblée nationale. Quelqu'un, gouverneur 18 ans, ministre pendant premier quinquennat, il veut encore revenir lui. Est-ce qu'il n'a pas un secrétaire général qui peut aussi prendre cette place? Est-ce qu'il n'a pas d'autres plumes dans sa formation politique? Et moi j'ai proposé au président de la République, tous ces gens-là qui étaient des ministres, qu'ils ne reviennent pas, qu'il désigne, les chefs, les leaders de ces formations politiques puissent désigner les autres cadres de leur formation afin qu'ils soient nommés. Ça, c'était la première proposition. J'ai suggéré au président de la République de tout faire pour que les salaires des députés, des ministres et de lui-même soient revus sensiblement à la hausse. Parce que ces gens sont en train d'injurier le peuple. Ben là, on parle de 33 000 $, comme émolument des députés. Mon cher ami, comment voudriez-vous que nous tous, nous ne puissions pas postuler pour avoir cet argent? Vous savez, j'ai été un jour en Corée du Sud, je pense. Je suis allé en Corée du Sud. C'est la période où le 21 000 était chanté ici. Et on arrive là, nous étions allés dans une formation. Les Coréens apprennent que dans notre pays, un pays qui bénéficie des aides des contribuables coréens, ils apprennent que dans notre pays, un député touche mieux que le président de la République coréenne. Vous savez que nos formateurs s'étaient fâchés. Et cette journée-là, ils ne nous ont pas donné cours. Très fâchés, nous disent, nous sommes en train de contribuer. On prend l'argent des contribuables coréens pour venir vous aider, pensant que vous êtes un pays sous-développé. Alors que chez vous, un député touche mieux que le président sud-coréen. Vous savez, il touche combien à l'époque là? Parce que eux, ce n'est pas à chercher. À l'internet, il a navigué. Le président de la République coréenne touchait 14 000 $. Vous voyez? Donc, dans notre pays, je pense un pays comme celui-ci, quand un député peut toucher 33 000 $, c'est jeter de l'opprobre, pire opprobre au peuple, aux militaires, aux enseignants, aux fonctionnaires, aux magistrats. Et quand est-ce que vous voudriez que le pays puisse avoir une justice? Quand un magistrat a 500 $ par exemple. Alors qu'un député, un simple député qui n'a que rôle de dormir dans l'Assemblée, il a 33 000 $. D'abord cet argent-là, qu'est-ce qu'il faut avec cet argent, M. Hervé? Si quelqu'un peut gagner 33 000 $, par mois, qu'est-ce qu'il peut faire de cet argent? Mais le président avait justifié cela par le fait que... En tout cas, Excellence, monsieur le président de la cadavres dans nos quartiers. Est-ce que c'est ça leur rôle? Combien de gens qui meurent sans voir même une seule intervention de ces fameux députés? Excellence, monsieur le président de la République, sincèrement, moi j'ai écouté votre appel.
j'étais candidat de l'opposition. Désormais, je suis en train de me chercher une nouvelle formation politique pour rejoindre votre combat. Mais, très sincèrement, les salaires, les émoluments des députés, des ministres, en tout cas, vous devez revoir ça. Très bien. Faites comme le président burkinabé a fait. Voilà un modèle qu'il faut suivre. Mon cher ami, si un député, prenons qu'un député paye un loyer, ici à Kin, c'est au moins 1000, 1500, 2000. Il peut manger combien? Moi, je pense qu'un député, s'il a beaucoup d'argent, il aurait $5000. D'ailleurs, ça aussi, c'est beaucoup. $5000. Si un ministre aurait beaucoup d'argent, il aurait 3000. Parce qu'il n'est pas élu du peuple. 3000 ou 4000. Mais 33 000, avec des jeeps de dernière génération, j'ai suivi un documentaire de Thomas Sankara, quand il est arrivé au pouvoir, les années 80 là. Thomas Sankara, la première des choses qu'il a fait, il a diminué le luxe de tous les membres du gouvernement. Vous connaissez les voitures qu'il utilisait, tous les membres de son gouvernement et lui-même, c'est comme les Ketch aujourd'hui. Voilà un modèle que le président devait suivre comme il est venu de l'opposition et voulait faire un changement, imposer un changement. Il fallait imposer un mode de vie vraiment juste. Juste. Un ministre, tu n'acceptes pas d'entrer au gouvernement parce que tu veux avoir des jeeps, il faut faire le commerce. Mais si vous voulez servir le peuple, vous devez entrer dans des petits véhicules comme les Ketch, un Ketch de $5000, mais avec 50 000 ou 100 000, vous achetez déjà tous les Ketch pour tous les députés, pour tous les ministres. On va terminer l'émission. Dernière question. Le profil des prochains animateurs du gouvernement. Le président, les critères que le président devra poser pour nommer un ministre. Vous auriez proposé que le président puisse partir sur base de quoi? Moi, si ça ne dépendait que de moi, les premiers profils, il fallait prendre des hommes qui sont d'abord déjà assis financièrement. Il ne faut pas prendre des gens qui viennent de nulle part. Parce que c'est ça ce qui nous fait reculer. Quelqu'un est nommé ministre, il n'a pas de maison, il est locataire. Vous voulez que quand il est ministre, il commence à faire quoi? Alors dans ces contextes, on devra maintenir les bâtis, les paloukou. Non, ils ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. Il y en a assez. Il y en a assez. Ça, c'est un 2-2. Il faudra mettre des hommes qu'il faut aux places qu'il faut. Vous voyez, parce que le ministre Mouyaya a fait la communication. Vous voyez comment il est en train de bien assumer son rôle de porte-parole du gouvernement. Il n'y a rien à reprocher là-bas. Et dans tous les domaines de la vie, prenez des hommes qu'il faut aux places qu'il faut. Si vous êtes juriste, on peut vous mettre à la justice. Si vous êtes agronome, on vous met à l'agriculture. Si vous êtes économiste, on vous met aux finances, par exemple, au budget. Voilà comment le pays se développe. Mais quand on prend quelqu'un qui a fait les bois, qui a fait la musique, qui a fait l'architecture, vous l'amenez dans un secteur qui n'est pas le sien. Très bien, on termine l'émission. Est-ce qu'on peut éviter le cumul des fonctions? Le président l'a autorisé, certes, mais pour la sortie du gouvernement, est-ce qu'on peut éviter de nommer quelqu'un qui est déjà député provincial, député national, parfois candidat sénateur aussi? Ça c'était... Et plus tard ministre. Est-ce qu'on peut éviter cela? Ça, c'était vraiment la bourde que l'on a commise, de dire que celui qui a été élu député continue à assumer les affaires courantes. Et les secrétaires généraux ont quel rôle? On l'a vu en 2018 ici. Certains qui étaient élus députés, ils sont partis. On a nommé des intérimaires, d'autres ministres qui ont occupé 2, 3, 4 ministères afin d'expédier les affaires courantes. Merci beaucoup, monsieur Fidèle. Un mot de la fin. Si vous pouvez me l'accorder. En 30 secondes. Les mots de la fin, j'appelle tous les opposants. Tous les gens avec qui nous étions dans l'opposition. Venez nous joindre au président de la République. Enfin, afin d'endiguer ces phénomènes ici de terrorisme du M23 soutenu par le Rwanda. Évitons que nous puissions avoir des guerres intestines alors qu'il y a l'ennemi de l'extérieur qui est en train de massacrer nos populations. Donc, j'appelle tous les opposants, s'ils peuvent nous écouter, de se joindre au président de la République, de lui proposer ce qu'ils peuvent avoir comme piste de solution afin que la paix puisse revenir au pays. Merci beaucoup, M. Fidèle Banso, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Ça en est fini, mesdames et messieurs. C'était l'avant-dernier numéro de la semaine de votre magazine Perfect Actu. Grand merci à vous de l'avoir suivi.
Grand merci à toute l'équipe technique. On se voit très prochainement dans un nouveau numéro de votre magazine. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.